Pourquoi les Français adorent la provocation? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on s'attaque à un autre cliché sur mes compatriotes, leur passion pour la provocation. On a souvent cette image du Français blasé qui est impossible à choquer ou à surprendre parce qu'il a déjà tout vu, tout fait et qui, pour se divertir, utilise la provocation. Il dit des choses subversives ou transgressives sans forcément y croire, juste pour le plaisir de voir la réaction de son interlocuteur. L'incarnation de ce stéréotype étant évidemment le chanteur Serge Gainsbourg, provocateur professionnel qui a réussi à scandaliser l'opinion publique aussi bien par ses œuvres que sa vie privée. Bien sûr, je ne prétends pas que les Français ont le monopole de la provocation. Regardez les États-Unis, Donald Trump a bâti toute sa carrière politique dessus. Regardez le Royaume-Uni, l'Italie, le Brésil. Partout, il y a des personnalités qui choquent, qui transgressent, qui dépassent les limites. Mais il semble y avoir quelque chose de différent en France. Chez nous, la provocation semble plus acceptée qu'ailleurs, plus valorisée même. Elle fait partie de la culture, de l'identité nationale. Pourtant, il ne faut pas croire qu'il existe un droit inconditionnel à la provocation chez nous. Et oui, même en France, les provocateurs peuvent s'attirer des ennuis, peuvent avoir des problèmes. Justement, l'un d'entre eux l'a appris récemment. Il s'appelle Pierre-Emmanuel Barré. Je ne pense pas que vous le connaissiez, à moins que vous suiviez de près les médias français. Pierre-Emmanuel Barré, c'est un humoriste, adepte de l'humour noir, souvent vulgaire et très provocateur. Sa cible préférée étant le président Emmanuel Macron et plus généralement la classe politique. Mais le 10 novembre dernier, c'est à cause d'une blague sur la police française qu'il s'est retrouvé au cœur d'une grande polémique. Une blague pour laquelle le ministre de l'Intérieur lui-même a décidé de porter plainte contre lui. Alors, qu'a-t-il dit pour provoquer un tel tollé, une telle indignation ? Eh bien, lors d'une émission sur Radio Nova, une station de radio indépendante, plutôt proche de la gauche, voire de l'extrême gauche, Pierre-Emmanuel Barré a comparé la police française à Daesh, l'État islamique. S'il a fait cette comparaison, c'est parce que récemment, des médias ont diffusé des vidéos filmées par des gendarmes pendant une manifestation. Dans ces vidéos, on voit les gendarmes frapper et insulter des manifestants en ayant l'air de trouver ça amusant. Cette affaire s'ajoute à une longue liste de cas de violences policières qui sont de plus en plus médiatisés, notamment des accusations récentes de viols commis par des policiers dans des commissariats. Donc, Pierre-Emmanuel Barré s'est permis de comparer ça aux vidéos d'exécution et de torture que les membres de Daesh publiaient sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il a tourné ça de manière humoristique. Il a dit, je cite, « La police française, c'est comme Daesh, mais avec la sécurité de l'emploi. » Oui, parce que les policiers ont le statut de fonctionnaire, donc ils sont très protégés, ne peuvent pas se faire licencier aussi facilement que dans une entreprise privée. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre en France. Certains ont défendu l'humoriste au nom de la liberté d'expression. D'autres ont estimé qu'il était allé trop loin, que comparer la police française à Daesh était inacceptable. Cet événement illustre bien que cette passion française pour la provocation n'est pas aussi unidimensionnelle qu'on peut le croire. Mais, avant d'aller plus loin, essayons de définir ce qu'on entend par provocation. Pour moi, une vraie provocation repose sur 4 ingrédients. Premièrement, une intentionnalité. La provocation est un acte conscient, médité, souvent même prémédité. Ce n'est pas un dérapage, un geste incontrôlé, ce n'est pas une maladresse, le provocateur sait ce qu'il fait. Deuxièmement, une cible. On provoque quelqu'un ou quelque chose.
Une personne, un groupe, une institution, un pays, une norme sociale, la provocation n'existe pas dans le vide, elle a toujours un adversaire. Troisièmement, une transgression. La provocation franchit une limite. Elle attaque, elle insulte, elle choque, elle dit ou fait quelque chose qui n'est pas censé être dit ou fait. Et quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, un risque de représailles. Le provocateur s'expose à des conséquences. Une attaque, une sanction, une atteinte à sa réputation, parfois pire. Sans ce risque, il n'y a pas vraiment de provocation. Il y a juste une transgression gratuite. Quand on regarde l'histoire de France à travers ce prisme, on se rend compte que la provocation a joué un rôle central dans la construction de la culture française. Des philosophes aux humoristes, des artistes aux journalistes, des générations de Français ont utilisé la provocation pour critiquer, pour dénoncer, pour faire avancer les idées. Alors aujourd'hui, je voudrais explorer cette question avec vous. Pourquoi la provocation semble-t-elle si importante aux yeux des Français ? Pourquoi cette tradition est-elle si ancrée dans notre culture ? Et surtout, est-elle toujours aussi vivante aujourd'hui ? Pour comprendre le rapport des Français à la provocation, il faut remonter au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, le roi Soleil. Et plus précisément, il faut s'intéresser à un homme de théâtre que vous connaissez certainement, Molière. Aujourd'hui, Molière est une figure nationale. Vous savez qu'on appelle même le français la langue de Molière. Ses pièces sont étudiées dans toutes les écoles, jouées dans tous les théâtres. Bref, c'est un monument de la culture française. Mais à son époque, Molière était considéré par beaucoup comme un provocateur dangereux. L'affaire la plus célèbre concerne sa pièce « Le Tartuffe ou l'imposteur ». Cette pièce raconte l'histoire d'un faux dévot nommé Tartuffe. Un dévot, c'est une personne qui manifeste de la dévotion pour la religion, une personne très religieuse, mais comme l'indique le titre de la pièce, le personnage de Tartuffe est un faux dévot, un imposteur. Il prétend être un bon catholique uniquement afin de manipuler une famille bourgeoise pour s'emparer de sa fortune et séduire la femme du maître de maison au passage. Dans cette pièce, il y a une des répliques les plus célèbres du théâtre français. C'est Tartuffe qui s'adresse à Dorine, la servante de la maison. Elle porte un décolleté, autrement dit un col largement ouvert, qui laisse le haut de sa poitrine visible. Alors, Tartuffe lui dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. » Autrement dit, il lui demande de cacher sa poitrine, car cette vue pourrait provoquer des pensées obscènes. Cette réplique, elle trahit toute son hypocrisie. C'est lui qui regarde Dorine avec désir, alors qu'il est censé être un homme très religieux et vertueux. Ici, Molière se moque des personnes qui affichent leur morale en public et accusent les autres de leurs propres défauts. Aujourd'hui, les Français le disent de manière ironique pour faire semblant d'être pudiques quand ils voient une poitrine. On dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Bref, en mai 1664, Molière présente cette comédie devant Louis XIV et sa cour lors d'une grande fête à Versailles. Le roi adore la pièce, le public aussi. Mais, quelques jours plus tard, c'est le scandale. L'archevêque de Paris exige l'interdiction de la pièce. Pour lui, Molière ne se moque pas seulement des faux dévots, il attaque la religion elle-même. Face à la pression des catholiques, Louis XIV décide d'interdire le Tartuffe. Et attention, on ne parle pas d'une polémique sur les réseaux sociaux. À cette époque, Molière ne risquait pas simplement sa réputation, il risquait sa vie. Oui, car les plus dévots des catholiques réclamaient qu'il aille au bûcher, autrement dit qu'il soit brûlé vivant. Mais Molière ne recule pas. Pendant 5 ans, il se bat pour faire jouer sa pièce, il écrit au roi pour plaider sa cause,
il réécrit le texte pour le rendre moins provoquant, il change même le titre. Rien n'y fait. Ce n'est qu'en 1669, après 3 versions différentes, que le Tartuffe est enfin autorisé. Et là, c'est un triomphe. La pièce devient un immense succès populaire. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Molière justifie sa démarche. Pour lui, la comédie a une mission morale. Il écrit « Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer, par des peintures ridicules, les vices de mon siècle. Autrement dit, le rire n'est pas gratuit. Il sert à dénoncer l'hypocrisie, à montrer du doigt ceux qui se cachent derrière les apparences. Cette idée, utiliser l'humour pour critiquer la société, va traverser les siècles en France. Et 300 ans plus tard, on retrouve exactement le même esprit chez un autre provocateur, Coluche. Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, est un humoriste qui était très populaire en France dans les années 70 et 80. Il était connu pour les caricatures qu'il incarnait dans ses sketchs, aussi bien des politiciens que des patrons, des syndicalistes, des journalistes et, plus généralement, les Français dans leur ensemble. Mais il le faisait avec une telle bienveillance et sincérité que quasiment tout le monde l'appréciait. Les gens l'appréciaient aussi pour son engagement envers les plus démunis, les plus pauvres, puisqu'il a créé une association pour leur offrir de la nourriture gratuitement, association qui existe encore aujourd'hui, les Restos du Cœur. Coluche n'avait pas peur de provoquer, au contraire. Sa plus grande provocation a été de se présenter à l'élection présidentielle en 1980. C'était la première, et je crois la seule fois, qu'un artiste osait présenter sa candidature à l'élection la plus importante en France. Il avait trouvé un super slogan. « Avant moi, la France était coupée en 2. Avec moi, elle sera pliée en 4. » Être plié en 4, dans la langue informelle, ça veut dire être mort de rire. Vous savez, quand on rit tellement qu'on en a mal au ventre, tellement mal qu'on se plie sur soi-même. Et la France coupée en 2, ça fait référence à l'opposition politique entre la gauche et la droite qui divisait les Français. Coluche avait l'ambition de réunir tous ceux qui en avaient assez des politiciens de l'époque, qu'ils soient de gauche ou de droite. Rapidement, les sondages ont montré que les Français prenaient sa candidature au sérieux et que beaucoup envisageaient de voter pour lui. Coluche a commencé à recevoir des menaces de mort et des pressions venant d'un peu partout, si bien qu'il a fini par retirer sa candidature, officiellement pour ne pas prendre des voix aux candidats de gauche, ce qui aurait risqué de faire gagner l'extrême droite. Mais, comme Molière, Coluche faisait de l'humour une arme qu'il utilisait principalement pour remettre en question l'ordre établi, que ce soit au niveau des institutions ou des mœurs, des règles et valeurs morales des Français. C'est peut-être là une première clé pour comprendre l'attachement des Français à la provocation. En France, le bouffon a toujours eu un rôle particulier, celui de dire la vérité au roi en se protégeant grâce au rire. Mais il y a d'autres provocateurs qui ont choisi d'être plus frontaux, plus directs, ceux qu'on a appelés les Lumières, dont le plus célèbre, Voltaire. Il écrivait des textes qui étaient très critiques du pouvoir, aussi bien politique que religieux, critiques qui lui ont valu quelques problèmes. Par exemple, à 23 ans, il a été emprisonné à la Bastille, oui car à l'époque c'était une prison, à cause de vers satiriques qu'il avait écrits contre le régent, celui qui dirigeait la France à l'époque. Quelques années plus tard, il a été exilé en Angleterre. Ses livres étaient régulièrement interdits et brûlés. D'ailleurs, il a passé une grande partie de sa vie à fuir la censure, s'installant même près de la frontière suisse pour pouvoir s'échapper rapidement en cas de problème. Mais l'épisode qui illustre le mieux le côté provocateur de Voltaire,
c'est l'affaire du chevalier de la Barre. En 1766, un jeune chevalier de 20 ans est arrêté parce qu'il ne s'est pas découvert devant une procession religieuse. Autrement dit, il n'a pas enlevé son chapeau. Et parce qu'on l'accuse de posséder le dictionnaire philosophique de Voltaire, une œuvre interdite par l'Église, et aussi d'avoir chanté des chansons contraires à la religion. Le procès est expéditif, ça va très vite. Expéditif, ça veut dire rapide, mais dans le sens où on ne prend pas le temps de bien examiner les choses. Le chevalier de la Barre est condamné à mort pour blasphème. On commence par lui couper la langue, puis la tête. Son corps est ensuite brûlé sur un bûcher, avec, posé dessus, un exemplaire du livre de Voltaire. Quand Voltaire apprend cette histoire, il est horrifié. Il écrit immédiatement un texte, La relation de la mort du chevalier de la Barre, un texte qui va circuler dans toute l'Europe. Il y dénonce l'absurdité et la cruauté d'une justice qui tue un jeune homme pour des accusations aussi ridicules. Cette affaire devient rapidement un symbole de l'obscurantisme religieux et de l'arbitraire de la justice, c'est-à-dire le fait qu'elle applique les lois de manière injuste et excessive. 25 ans après cet incident, les révolutionnaires français décident de réhabiliter la mémoire du chevalier de la Barre en reconnaissant qu'il a été condamné injustement. Et en 1791, ils abolissent le délit de blasphème. La France devient le premier pays au monde à supprimer officiellement ce délit. Ce qui pouvait vous faire condamner à mort quelques années plus tôt devient parfaitement légal du jour au lendemain. C'est vraiment un tournant majeur dans l'histoire française. Pour la première fois, un État décide que critiquer la religion, même de manière violente, même de manière choquante, n'est pas un crime. Cette décision va marquer profondément notre culture. Elle pose les bases de ce qui deviendra, un siècle plus tard, la laïcité, la séparation de l'État et de la religion. Voltaire était sûrement le plus provocateur des Lumières, mais il n'était pas seul dans son combat. Les autres, Diderot, Montesquieu, Rousseau, etc., partageaient la même conviction fondamentale. La raison doit vaincre la superstition. Et pour ça, il faut oser penser par soi-même, ce qui nécessite la liberté de tout questionner, tout critiquer, même ce qui paraît sacré ou intouchable. Les Lumières savaient que défendre publiquement cette conviction pouvait les envoyer en prison, en exil et parfois bien pire. Mais ils n'ont pas renoncé parce qu'ils étaient convaincus que la provocation intellectuelle, remettre en cause les évidences, défier les autorités établies, pouvait vraiment faire avancer la société. Aujourd'hui encore, cette tradition reste bien vivante en France. Cette idée que rien n'est sacré, que tout peut être discuté et critiqué, est profondément ancrée dans notre culture. Je sais que c'est parfois difficile à comprendre pour les étrangers qui viennent de pays où la religion ou certaines institutions sont protégées par la loi, mais pour beaucoup de Français, cette liberté de critiquer, y compris de manière provocatrice, c'est un héritage direct des Lumières. Un héritage qu'on a conquis au prix de nombreux sacrifices et qu'il faut continuer à défendre. Les philosophes des Lumières ont posé les fondations théoriques de la liberté d'expression. Mais pour que cette liberté devienne une réalité concrète, il fallait des outils. Et en France, l'un de ces outils a été la presse satirique. Ces journaux qui utilisent le dessin et la caricature pour se moquer des puissants. Tout commence avec la Révolution française. Avant 1789, la presse était étroitement contrôlée par le pouvoir royal. Tout ce qui était trop critique était immédiatement censuré. Avec la Révolution, le nombre de journaux explose, passant de quelques dizaines à plus de 1000. Et ce qui contribue beaucoup à leur popularité, ce sont les caricatures politiques. On dessine le roi Louis XVI en cochon, la reine Marie-Antoinette en autruche, personne n'est épargné et le public adore ça. Mais
cette nouvelle liberté reste fragile. Au XIXe siècle, chaque régime politique essaie de contrôler la presse. Les journaux sont censurés, les caricaturistes emprisonnés. Le célèbre dessinateur Honoré Daumier passe 6 mois en prison pour avoir représenté le roi Louis-Philippe en Gargantua, un géant qui dévore l'argent du peuple. Mais les satiristes persistent. Ils inventent des codes, des symboles, des moyens détournés de critiquer le pouvoir. Le vrai tournant arrive en 1881 avec une loi qui existe encore aujourd'hui, la loi sur la liberté de la presse. Cette loi est révolutionnaire pour l'époque. Elle supprime la censure préalable et autorise la création de journaux sans permission du gouvernement. Elle protège le droit de critiquer, de se moquer, de choquer, dans certaines limites. On ne peut pas diffamer une personne privée, on ne peut pas inciter à la haine contre des groupes de personnes. Mais on peut se moquer des religions, des politiciens et des institutions. Grâce à cette loi, la presse satirique française gagne une popularité assez unique au monde à cette époque. Un des exemples les plus emblématiques, c'est le canard enchaîné. Oui, parce que dans la langue familière, on utilise le mot canard pour dire journal. Le canard enchaîné a été fondé en 1915 et il existe encore aujourd'hui. Il est spécialisé dans les enquêtes politiques et il a révélé de nombreux scandales qui ont coûté leur carrière à des politiciens. Dans la seconde moitié du XXe siècle, une nouvelle génération encore plus provocatrice de journaux satiriques a vu le jour. Parmi eux, on trouve Charlie Hebdo, créé en 1970, qui va devenir le symbole de la provocation à la française. Pendant des décennies, le journal attaque tout le monde. La droite, la gauche, les catholiques, les juifs, les musulmans, les politiciens, les célébrités. Ces caricatures sont souvent vulgaires, parfois de mauvais goût, mais pour ses défenseurs, c'est précisément le but. Dans une démocratie, le droit de choquer fait partie de la liberté d'expression. Malheureusement, comme vous le savez, cet engagement va coûter la vie à plusieurs de ses employés. En 2006, Charlie Hebdo republie des caricatures du prophète Mahomet qui avaient provoqué une polémique au Danemark. Le journal reçoit des menaces de mort. En 2011, ses locaux sont incendiés. Mais les dessinateurs de Charlie continuent, jusqu'à ce que, le 7 janvier 2015, 2 terroristes islamiques entrent dans les bureaux du journal et assassinent 12 personnes. En France, des millions de personnes montrent leur soutien en manifestant et en partageant le slogan « Je suis Charlie ». Même des gens qui n'appréciaient pas le journal. Car, pour beaucoup de Français, cette attaque ne visait pas seulement Charlie Hebdo. Elle visait le droit même de provoquer, de se moquer, de blasphémer. Mais, à l'étranger, les réactions sont plus nuancées. Certains journaux américains refusent de republier les caricatures. Des intellectuels anglo-saxons critiquent Charlie Hebdo en l'accusant d'islamophobie. En France, ces critiques sont mal comprises. Comment peut-on reprocher à des dessinateurs assassinés d'avoir été trop provocateurs ? Et c'est peut-être là que se situe la différence culturelle la plus profonde entre la France et d'autres pays. Pour beaucoup de Français, la liberté d'expression inclut le droit d'offenser. Une institution, une religion, une idéologie, tout peut être moqué, critiqué, caricaturé. C'est pas toujours de bon goût, c'est pas toujours drôle, on peut être d'accord ou pas, mais c'est un droit fondamental conquis au fil des siècles que beaucoup considèrent comme non négociable. Vous voyez, les journaux satiriques incarnent vraiment cette tradition. Ils sont les héritiers directs de Voltaire et des Lumières. Utiliser l'ironie et la provocation pour questionner les pouvoirs, quels qu'ils soient. Et pour eux, le jour où l'on n'aura plus le droit de choquer, c'est la liberté d'expression elle-même qui sera morte. Bon, je sais que c'est un sujet difficile, sensible, et que tout le monde n'est pas d'accord avec cette position, mais je pense que c'est important de comprendre d'où vient cette culture de la provocation en France et pourquoi elle est si importante aux yeux de beaucoup de mes compatriotes.
Jusqu'ici, on a vu des provocateurs qui avaient un objectif assez clair. Moquer l'hypocrisie sociale chez Molière, combattre l'obscurantisme chez Voltaire, défendre la liberté d'expression chez la presse satirique, mais il existe une autre forme de provocation en France, plus trouble, plus ambiguë, c'est celle des artistes qui choquent pour repousser les limites de ce qu'on a le droit de dire, de montrer, d'explorer. Ils ne recherchent pas forcément une réforme politique ou sociale, non, leur but c'est plutôt de secouer les consciences, de faire tomber les tabous. Et pour comprendre cette tradition, il faut commencer par un personnage extrêmement polémique, Donatien Alphonse François de Sade, plus connu sous son titre de Marquis de Sade. C'est lui qui a donné son nom au sadisme, rien que ça. Au départ, rien ne laissait penser qu'il aurait une telle postérité. Il naît en 1740 dans une famille aristocratique et commence par mener une vie assez classique pour son époque. Mariage arrangé, carrière militaire, quelques scandales mondains, mais en 1768, les choses se compliquent sérieusement. Il est arrêté pour avoir séquestré et torturé une jeune femme. C'est le début d'une série d'affaires qui vont le conduire en prison, puis à l'asile psychiatrique pendant près de 30 ans, quasiment la moitié de sa vie. Et c'est en prison que le marquis de Sade écrit ses œuvres les plus connues. Justine, les 120 journées de Sodome, la philosophie dans le boudoir. Je ne vais pas vous détailler le contenu de ces livres, sachez juste qu'ils décrivent des scènes de violence et de sexualité extrêmes. C'est volontairement choquant, encore plus à cette époque. D'ailleurs, ils sont immédiatement interdits et pendant longtemps, ils circulent uniquement sous le manteau. Sous le manteau, c'est une expression qui signifie de manière clandestine, en secret. Alors, que penser de Sade ? C'est une question qui divise encore aujourd'hui. Pour certains, c'est simplement un criminel dont les textes reflètent les pires pulsions humaines. Pour d'autres, c'est un philosophe radical qui a osé explorer les zones les plus sombres de la nature humaine. Des penseurs français majeurs du XXe siècle, comme Simone de Beauvoir ou Michel Foucault, ont vu dans l'œuvre du marquis de Sade une réflexion profonde sur le pouvoir, le désir et la liberté. Ce qui est certain, c'est que Sade a ouvert une brèche. Il a montré que la littérature pouvait tout dire, tout explorer, même l'inadmissible. Et cette idée va influencer des générations d'artistes français. Au XIXe siècle, par exemple, Charles Baudelaire publie Les Fleurs du Mal, un recueil de poèmes qui célèbre la beauté dans la laideur, l'érotisme, la mort, le mal. Le titre lui-même est provocateur. Comment peut-on trouver des fleurs, symboles de beauté, dans le mal ? 6 de ces poèmes sont jugés obscènes. Baudelaire est traîné en justice et condamné pour offense à la morale publique. On devra attendre près d'un siècle, 1949 exactement, pour que ces poèmes soient autorisés. Aujourd'hui, Les Fleurs du Mal est considéré comme l'une des œuvres fondatrices de la poésie moderne. On l'étudie dans tous les lycées français. On peut dire que Serge Gainsbourg est un des nombreux héritiers de Baudelaire. Ses chansons n'ont pas la même ambition littéraire ni la même profondeur métaphysique que les poèmes de Baudelaire, mais tous deux partagent le goût de la provocation et la posture d'artiste maudit dans leur vie privée. Oui, car Gainsbourg cultivait une image de provocateur cynique, alcoolique, politiquement incorrect. Il n'avait pas peur de choquer, de scandaliser, que ce soit dans sa musique ou dans sa vie privée. Par exemple, en 1969, il enregistre la chanson « Je t'aime, moi non plus » avec Jane Birkin, l'actrice et chanteuse britannique qui était sa compagne à l'époque. Dans cette chanson, on entend des gémissements qui simulent clairement un orgasme féminin. Le scandale est immédiat. La chanson est interdite dans plusieurs pays, condamnée par le Vatican. En France aussi, elle fait scandale, mais en même temps, elle devient un immense succès commercial. C'est un peu le paradoxe français. On est choqué, mais on adore ça. 10 ans plus tard, en 1979, Gainsbourg récidive.
cette fois en enregistrant une version reggae de la Marseillaise, l'hymne national français. Alors là, pour beaucoup de Français, c'est vraiment un sacrilège. Toucher à l'hymne national, c'est toucher à la patrie, à l'identité nationale. Des anciens combattants, des gens qui ont fait la guerre, menacent de l'agresser. Lors d'un concert à Strasbourg, des parachutistes envahissent la scène pour l'empêcher de chanter. Mais Gainsbourg garde son sang-froid, il les calme en chantant la Marseillaise a cappella, c'est-à-dire sans musique, juste avec sa voix, le poing levé. L'image est restée célèbre. On voit ce provocateur notoire défendre l'hymne national devant ceux qui voulaient l'attaquer. C'est assez ironique, non ? Mais sa provocation la plus célèbre, c'est celle qu'il fait en 1984 lors d'une émission de télévision très populaire. Visiblement alcoolisé, comme à chaque fois qu'il passe à la télé, Gainsbourg brûle un billet de 500 francs devant les caméras. À l'époque, 500 francs, c'était beaucoup d'argent. Il fait ça pour dénoncer la pression fiscale, les impôts. Il dit qu'il paie 74% d'impôts sur ses revenus. Donc, il brûle ce billet pour montrer symboliquement que l'État lui prend tout son argent. Évidemment, ça fait scandale, notamment parce que détruire de l'argent est un acte illégal en France, mais Gainsbourg assume complètement. Il dit « Je brûle ce que j'ai gagné ». Vous voyez, Gainsbourg, c'était vraiment ça. Des provocations constantes sur tous les plans. Mais derrière cette image, il y avait un artiste extrêmement exigeant, perfectionniste même, qui a profondément renouvelé la chanson française. Alors, qu'est-ce qui relie Sade, Baudelaire et Gainsbourg ? Tous les trois ont utilisé l'art pour transgresser les normes de leur époque. Normes sexuelles, morales, patriotiques. Tous les trois ont été censurés, condamnés ou menacés. Et tous les trois sont aujourd'hui reconnus comme des figures majeures de la culture française. C'est peut-être là le paradoxe de la provocation artistique en France. Sur le moment, elle choque, elle scandalise, elle fait hurler les bien-pensants. Vous savez, ces gens qui se disent vertueux et qui pensent savoir ce qui est moral ou non. Mais avec le temps, les provocateurs d'hier deviennent des classiques d'aujourd'hui. Les livres interdits entrent dans les programmes scolaires, les chansons censurées deviennent des standards qu'on écoute à la radio. Comme si, en France, la provocation était une étape nécessaire pour faire avancer les mœurs. Les mœurs, je vous l'ai déjà dit, ce sont les règles morales et les comportements socialement acceptables. Ce qui est inacceptable aujourd'hui sera peut-être banal demain. Et les artistes qui osent franchir les limites, même maladroitement, même de manière discutable, ouvrent la voie pour les générations suivantes. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que la provocation est toujours aussi acceptée en France ? Est-ce qu'on peut encore tout dire ? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire très récente qui est liée à celle que j'ai évoquée au début de cet épisode. En octobre 2023, l'humoriste Guillaume Meurice tient une chronique satirique sur France Inter, la radio publique la plus écoutée de France. On est en pleine guerre entre Israël et le Hamas, un contexte extrêmement tendu. Et Guillaume Meurice, dans son style provocateur habituel, qualifie le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Le prépuce, c'est le petit bout de peau à l'extrémité du pénis qui est enlevé lors de la circoncision. Donc là, vous comprenez, il fait référence au fait que Netanyahou est juif tout en comparant le massacre des Palestiniens à celui des Juifs par les nazis. La réaction est immédiate. Guillaume Meurice et France Inter sont attaqués en justice. Mais l'humoriste refuse de s'excuser. Il assume complètement ses propos, invoquant la liberté d'expression. Quelques mois plus tard, il ose même répéter sa blague dans l'émission. France Inter finit par le licencier pour faute grave. Cette décision provoque un vrai séisme à France Inter. Plusieurs chroniqueurs démissionnent en soutien à leurs collègues, mais quelques semaines après son licenciement, Guillaume Meurice est recruté par Radio Nova.
Oui, la même station que l'humoriste dont je vous parlais en introduction, Pierre-Emmanuel Barré, et c'est pas un hasard, lui aussi était sur France Inter avant de démissionner car il avait l'impression d'être censuré. Sur Radio Nova, Guillaume Meurice lance une nouvelle émission avec un titre assez ironique, La Dernière. Il explique lui-même, je cite, « Comme on a compris que la liberté d'expression, c'était surtout un joli concept, on s'est dit que c'était mieux d'imaginer chaque émission comme si c'était la dernière. » Meurice invite tous les dissidents de France Inter à le rejoindre et le succès de l'émission est immédiat. Le podcast de La Dernière devient rapidement un des plus téléchargés en France. Il publie aussi des extraits de l'émission sur YouTube, si ça vous intéresse. Bref, les anciens provocateurs rejetés par le service public sont devenus les stars d'une radio alternative. La preuve que, malgré les pressions politiques et économiques, le public français reste attaché à cette tradition d'irrévérence, de provocation. Alors, où tracer la ligne ? C'est vraiment la grande question que chaque société doit se poser. En France, le cadre légal est assez clair. On peut critiquer les idées, les religions, les institutions. On ne peut pas inciter à la haine contre des personnes, diffamer quelqu'un, discriminer. Mais entre le légal et l'acceptable, il existe une vaste zone grise. Et j'ai l'impression que cette zone grise se rétrécit, qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre. Les études d'opinion le confirment. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, les Français restent majoritairement attachés à la liberté d'expression et au droit de caricaturer, mais il y a un clivage générationnel qui apparaît. Les jeunes sont moins nombreux que leurs aînés à défendre le droit de se moquer de tout. Ils sont plus sensibles aux effets de certaines paroles sur les minorités, sur les personnes qui peuvent se sentir blessées ou discriminées. Ce qui est certain, c'est que la provocation reste un sujet brûlant en France. Elle fait partie de notre identité nationale, mais elle est aussi source de tensions, de divisions, parfois de drames. Peut-être que c'est justement parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel, le rapport entre la liberté individuelle et le vivre ensemble. Jusqu'où peut-on aller dans la critique, dans la moquerie, l'insulte, sans abîmer le tissu social, sans détruire ce qui nous unit? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Chaque génération, chaque époque doit renégocier cet équilibre fragile. Une chose est sûre, tant qu'il y aura des provocateurs en France, il y aura des gens pour les défendre et des gens pour les condamner. Et ce débat lui-même, passionné, parfois violent, jamais définitif, fait partie de ce qui rend la culture française si particulière, si singulière aux yeux du monde. Alors, pourquoi les Français aiment-ils tant provoquer ? Peut-être parce qu'ils ont appris, au fil de leur histoire, que le progrès passe souvent par la transgression, que les idées nouvelles commencent par choquer avant d'être acceptées, que rire des puissants, se moquer des certitudes, bousculer les tabous, tout ça fait partie d'une forme de liberté à laquelle ils sont profondément attachés. Est-ce que ça signifie que toute provocation est bonne ? Non, bien sûr. Il y a des provocations intelligentes et des provocations stupides, des provocations courageuses et des provocations gratuites, des provocations qui font avancer le débat et des provocations qui ne font que blesser. Mais, pour beaucoup de Français, mieux vaut une société où l'on provoque trop qu'une société où l'on n'ose plus rien dire. Mieux vaut supporter quelques excès que vivre dans la peur de choquer. C'est un choix culturel assumé, revendiqué et souvent incompris à l'étranger. L'histoire de Guillaume Meurice et de Radio Nova montre d'ailleurs que cette tradition reste vivante. Quand les provocateurs sont chassés d'un endroit, ils trouvent refuge ailleurs. Et leur public les suit. Comme si en France, il y avait toujours une place pour ceux qui osent dire ce que d'autres n'osent pas. La prochaine fois que vous verrez une caricature française qui vous choque, ou un humoriste français qui dépasse les bornes, qui dépasse les limites, rappelez-vous cette histoire. Derrière cette provocation, il y a peut-être un peu de Voltaire, un peu de Coluche, un peu de Charlie. Et une conviction profonde, la liberté de choquer fait partie de la liberté tout court.